J'avais un goût de m'impliquer. Pour moi, c'était important de développer un média qui était ancré dans son milieu. Donc, je suis devenue administratrice. Mais tu es sur les bonnes décisions, tu es sur des décisions fortes, mais sans que ça demande beaucoup d'implication, de temps. T'sais, pour vivre ici depuis 3 ans et des poussières, j'étais loin de m'imaginer que j'aurais accès à autant en étant en région. Salut, ici Stéphanie Gauthier. Je vous invite à prendre place en classe affaires Baie des Chaleurs. Voyagez avec nous à travers des discussions vraies avec des entrepreneurs de chez nous, inspirants et passionnés. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui à l'épisode de la classe Affaires Baie des Chaleurs. On parle d'entreprises sociales, des entreprises qui sont plus importantes puis plus présentes, je pense, dans notre coin de pays qu'on pourrait le penser, qu'il s'agisse de coopératives, d'organismes à but non lucratif ou encore de mutuelles. Le Québec en entier est un berceau assez fertile pour les entreprises d'économie sociale. On pense à Desjardins, entre autres, et son modèle coopératif qui est, pour ainsi dire, notre pionnier finalement en matière d'économie sociale. Mais saviez-vous qu'en Gaspésie, on a été dans les premières communautés rurales à adopter un modèle coopératif, entre autres dans le secteur des pêches au 19e siècle environ. Puis ça fait vraiment partie depuis ce temps-là de notre écosystème finalement. Les femmes aussi ont joué un rôle important dans le développement de notre système collaboratif au Québec. Alors aujourd'hui, pour parler d'économie sociale, je suis tout bonnement, tout naturellement accompagnée de 3 femmes, dont notre invitée spéciale, à commencer par nos co-animatrices de la journée, Émilie Chicoine, propriétaire du Sport Expert à Bonaventure. Bonjour, Émilie. Salut, Stéphanie. Et Mélanie Berthelot aussi, propriétaire du centre Le Troisième Lieu à Nouvelle. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Stéphanie. Mélanie, tu as participé à la première saison du balado. Oui. Moi, je te connaissais peu. J'ai envie de te connaître davantage. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu as comme de multiples chapeaux, à ce que j'ai compris. Oui, effectivement. D'abord, je suis travailleuse sociale depuis 24 ans. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique là, sur la rive sud de Montréal. Je suis arrivée en Gaspésie, ça fait un peu plus de 3 ans. J'ai démarré à mon arrivée ma pratique privée comme travailleuse sociale. C'était ça que j'avais vraiment le goût de faire. Puis, le troisième lieu est venu tout de suite après parce que je me cherchais d'abord et avant tout un endroit pour pouvoir exercer. Puis, l'objectif du troisième lieu, c'était d'abord de créer comme une clinique multiprofessionnelle, de m'entourer de diverses personnes qui avaient des services à offrir à la communauté de différentes façons. Fait qu'est né le projet du troisième lieu. Puis à ça, c'est ajouté aussi une salle multifonctionnelle en location. Fait qu'il se passe beaucoup de choses là. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Puis j'ai aussi intégré comme un organisme communautaire de la région qui s'appelle Accroche-Cœur, qui est un centre de pédiatrie sociale où j'exerce comme travailleuse sociale. Fait que c'est un peu comme une petite recette de plein de petites choses qui fait qu'en ce moment, ma vie professionnelle ressemble à ça. Et l'élément social, économie sociale, tu le côtoies en fait au quotidien à travers ces différentes occupations. Oui, effectivement. Autant dans ma pratique privée qu'en pédiatrie sociale que dans l'organisation d'événements rassembleurs au troisième lieu. On va peut-être statuer davantage sur ce que c'est d'abord une entreprise d'économie sociale avec notre invité qui s'en vient dans les prochains instants. Mais à votre avis, à vous, c'est quoi dans le fond une entreprise d'économie sociale? Qu'est-ce qui se distingue des entreprises traditionnelles? Avez-vous une petite idée spontanément? Bien, moi, je suis partie du principe que l'économie sociale, ça tourne autour du social. Donc, j'ai l'impression que c'est des entreprises à vocation plus sociale qui vont rejoindre la communauté pour répondre à un besoin communautaire de masse, en fait. Fait que pour moi, c'est comme ça que je les distingue dans ma tête d'une entreprise ordinaire. Moi, je le vois aussi comme si c'est la vocation primaire et le social. C'est ce qu'on va avoir dans d'autres entreprises comme dans nos entreprises, qu'on va avoir quand même une vocation sociale par nos implications diverses, mais que c'est pas nécessairement le primaire, mais dans ces entreprises d'économie sociale où le primaire est vraiment au niveau social. Tout à fait. C'est géré différemment, souvent par un collectif, non? Un CA, entre autres. On va tout apprendre ça aujourd'hui, c'est fun! Écoutez, je suis gênée de le dire, j'ai travaillé plus de 10 ans à SUFM et je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la définition exacte d'entreprise sociale. On va en discuter avec Sandra McNeil, qui est la DG de SUFM, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Mais certainement, la forme juridique aussi est différente. Donc, ça amène, j'imagine, toutes sortes de réalités, de complexités peut-être autres qu'une entreprise habituelle. La place qu'occupe l'entrepreneuriat social dans votre vie, vous diriez quoi? Est-ce que vous êtes impliqué, par exemple, dans un organisme ou un autre, ou vous avez des actions communautaires qui vous tiennent à cœur? Mélanie, tu as un peu répondu Oui, bien via Accroche-Cœur, c'est sûr que 21 heures par semaine, je le dédie à cet organisme-là où je suis impliquée dans la communauté auprès des enfants et leurs familles, les
les enfants vulnérables et leurs familles. Qui offre, dans le fond, des services professionnels à des familles vulnérables qui n'auraient peut-être pas accès à ces services-là, par exemple, au privé. Ça permet de donner une chance équitable un peu à tous les enfants de vieillir en santé. Oui. Bien, on avait cette vocation-là, ce mandat-là, si vous voulez, au début, quand Accroche-Cœur a démarré. Là, on est en train de transformer un peu notre... S'ajuster parce que on essaie de ne pas être une voie de contournement au réseau public, là, qu'on n'aille pas directement vers le réseau privé via les services d'Accroche-Cœur, mais on est plus rendu à réfléchir à comment on peut favoriser le développement de ces enfants-là par le biais de toutes sortes de façons. Puis là, on devient très créatif à ce moment-là. Je vais citer un exemple, ça va rendre les choses plus concrètes. Bien, j'ai une adolescente, en fait, que j'ai en tête qui va pas très bien, en fait, et qui me disait... elle était décrochée de l'école, vivait toutes sortes de problématiques de santé mentale aussi. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce qui pourrait faire une différence pour toi, de faire en sorte que tu ailles mieux, elle m'a dit, j'aimerais ça apprendre à chanter. Fait que je me suis mis à la recherche d'une prof de chant dans la région. J'ai trouvé une prof de chant. Je suis allée chercher cette prof de chant-là. Je suis allée chercher la jeune. Je les ai mises en contact. On s'est trouvé un organisme à New Richmond, la Maison des jeunes, qui nous ont prêté un petit local. Et il y a eu des cours de chant qui ont été donnés à cette jeune-là. Wow. Et par le chant, j'ai vu, moi, dans son regard, des étincelles apparaître. Puis ça fait une différence. Fait que c'est le genre d'action qu'on peut poser auprès d'Accroche-Cœur, auprès des enfants là, qui vivent des difficultés. C'est très, très important. Est-ce que c'est juste... parce que moi, j'ai travaillé comme infirmière en 0,5 ans, donc je côtoyais quand même les organismes comme ça. Est-ce que c'est juste Avignon? Toi, tu exerces dans le secteur Avignon, mais je sais qu'à Chandler aussi... Bien, en fait, notre point de service est à Chandler pour Accroche-Cœur, mais on couvre les 3 MRC là, de la Gaspésie-Sud. Donc, vous êtes attachés tous ensemble. Oui, exact. Super. Émilie, j'ai l'impression que tu t'impliques aussi de différentes manières. Même si tu ne fais pas partie d'une entreprise sociale. Tu es d'abord très sollicitée, de prime abord. Oui, on est très sollicité, tout ce qui est commandite et compagnie, mais il faut savoir un peu comme Mélanie, là, moi aussi, je relève du système de santé où j'exerçais en 0,5 ans avec des familles vulnérables, un petit peu plus défavorisées. Fait que j'ai quand même beaucoup apporté ça dans mon entreprise. C'est-à-dire? Beaucoup, je vais m'impliquer avec, quand je me fais demander, par exemple, des fois des organismes comme elle, que ce soit de l'implication au niveau de matériel. Je vais faire, demain, justement, j'ai l'évaluation du jury de les concours d'entrepreneuriat chez les jeunes. Oui. Je m'implique beaucoup avec la jeunesse, moi, je crois beaucoup. Donc, soit par mon temps ou par des dons, par mon entreprise. Je suis aussi impliquée dans tout ce qui est la chambre de commerce, l'école. J'en ai comme plein. Mon calendrier est assez plein aussi. Mais ça me fait penser, Émilie, j'avais un jeune pour qui j'avais fait une demande via un fonds, un partenariat qu'on avait avec Accroche-Cœur pour qu'on puisse mettre en place un punching bag puis des gants parce que le jeune adolescent avait une rage qui l'habitait puis on voulait qu'il puisse canaliser ça de façon bénéfique. Fait qu'on est allé chercher des fonds pour pouvoir acheter ce matériel et aller l'installer chez lui. Fait que c'est le genre de partenariat que j'aurais pu frapper à ta porte. En plein ça. Ton secteur. Oui, frappe à ma porte. Puis je pense qu'il y a une partie qu'on voit beaucoup dans les entreprises qui sont pas nécessairement économie sociale, mais on va faire ça un peu comme, je ne vais pas dire en cachette, mais tu sais, quand tu viens cogner à la porte sans, moi, je ne mets pas ça sur la place publique, mais c'est des avec choses qu'on discrétion. Ouais. Moi, ça me tient très à cœur. Garder la dignité des gens, justement, qui sont peut-être dans le besoin. Oui, puis juste aussi pour nous, tu sais, moi, j'ai pas besoin de montrer, tu sais... en anglais, show off c'est tout ce qu'on fait là, mais moi, personnellement, ça me tient beaucoup à cœur. Puis c'est dans ces petits gestes-là, je trouve qu'on peut faire une grande différence. Puis ça fait très politique, ce que je suis en train de dire là, mais moi, je le vis sur le terrain, tu sais, puis j'ai en tête aussi une maman qui habitait à... Je ne sais pas c'était quoi la distance avec la garderie, mais une maman qui était en difficulté, puis juste d'aller porter son enfant à la garderie le matin, c'était 1 heure de marche. Fait qu'imaginez que le matin, à part 1 heure de marche, 1 heure revenir, le soir, 1 heure aller, 1 heure revenir, ça lui fait 4 heures de marche dans sa journée. C'est pas viable. Non. Fait que là, on a fait un achat d'un vélo avec un porte... un chariot, là. Je sais pas comment... Pas un siège, là, vraiment. Comme un chariot. Un chariot, c'est ça. Puis on a donné ça à cette famille-là, puis l'enfant s'est mis à fréquenter la garderie, alors qu'avant, il y avait un taux d'absentéisme, vraiment élevé. Fait que c'est de donner un moyen qui n'était pas accessible à cette famille-là par le biais de donateurs, tu sais, puis... On va le voir aussi beaucoup par...
les écoles. Là, ils viennent de mettre sur place la fondation les Étincelles, étincelles. oui. Ouais. Moi, je suis beaucoup en contact avec les professeurs aussi qui des fois, vont me contacter parce qu'ils ont des jeunes, justement, de famille, tu sais, plus défavorisés ou qui vont être dans les services ou un peu moins dans les services. Mais des fois, comme tu dis, ça suffit d'une paire de chaussures. Tu sais, à l'adolescence où tout le monde veut être un peu comme tout le monde, Ben puis oui, d'avoir la chance d'avoir une paire de chaussures comme tout le monde. Mais juste ça peut vraiment aider. Puis on peut faire des actions individuelles comme ça, tu sais, qui vont vraiment avoir un impact vraiment important sur les familles. Puis là, nous, on est en train de penser à comment on peut faire pour rejoindre le plus de personnes ou tu sais, le plus d'enfants pour multiplier les possibilités. Puis là, à Croche-Cœur, toujours, on est en train de mettre sur pied un atelier de pâtisserie-thérapie. On a une intervenante au sein de notre organisme qui a aussi une formation de pâtissière. Puis ça devrait commencer la semaine prochaine, où là, en tout cas, là, je pense que c'est ça qui va fonctionner, mais ça va être au Cab à Maria. Ils nous prêtent leur cuisine. On a rassemblé 6 jeunes. On s'est fait donner tous les ingrédients, les denrées, pour pas que ça coûte rien. Le Cercle des fermières de Maria ont cousu probablement, des tabliers, oui, avec des petits chapeaux de cuisinier pour les enfants. Fait qu'on a choisi des recettes faciles, on les met ensemble, puis à travers l'exécution d'une recette, on va pouvoir valider les compétences, renforcer les enfants. Fait que, c'est des actions qui paraissent petites, mais qui ont un impact. Oui, qui peut être grand. Bien, je voulais justement vous questionner sur l'importance de cette implication-là, mais qu'est-ce que ça vous apporte peut-être, vous, de vous impliquer? En quoi ça vous nourrit personnellement, humainement? Bien, je pense que là, les deux, on pourrait répondre. On pourrait se lancer sur le sujet de ça bien longtemps, juste par nos professions. En quelques mots avant qu'on invite notre invité. Mais je dirais... Bien, moi, personnellement, je pense que ça vient vraiment rejoindre mes valeurs. Puis comme je le disais, je le fais pas pour prouver à personne. Je le fais pas... donner des commandites pour un tournoi de hockey, c'est tel que tel. Je veux dire, ça, c'est plus business politique. Là. Mais, tu sais, aider des gens qui ont moins la chance, moi, c'est vraiment dans mes valeurs, ça me nourrit. Puis, tu sais, toujours en disant, moi, j'ai la chance, je viens d'une famille, je veux dire, aisée, je suis née vraiment sous une bonne étoile. Ben, c'est pas tout le monde qui l'ont. Absolument, oui. Tu sais, comme moi, l'année passée, on a eu... Il y a beaucoup quand même d'Africains là, qui viennent à Bonaventure pour étudier... dans des métiers, là. Puis il y en a un, je me suis fait approcher, savoir si on avait des vélos à vendre. J'ai une flotte de vélos de location qu'on prête plus. Fait que j'en ai donné un. Il s'appelle Malik, là. Mais maintenant, Malik, je le vois à l'épicerie. J'ai toujours des grosses discussions avec. J'ai eu un joyeux Noël. Puis, tu sais, pour nous, c'est pas grand-chose. Mais lui, il se déplace. Puis en plein hiver, je le vois. Vie, en plein ça. Donc, tu sais, je pense... Vraiment, au niveau personnel, moi, je vais retrouver quand même un petit bien-être là-dessus. Puis moi, ce qui m'alimente le plus, qui me nourrit, c'est de mettre en commun les forces de chacun pour servir une mission beaucoup plus grande que nous. Tellement. Ça m'allume vraiment beaucoup. Fait que depuis toujours, moi, je me suis impliquée de différentes façons. On aura peut-être la chance d'en parler. Puis Mélanie, toi, tu es thérapeute aussi. Je pense que réellement, chez l'individu, le fait de s'impliquer, ça stimule les hormones du bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui se passe chimiquement qui fait qu'on se sent bien aussi. Puis qu'on a l'impression justement d'appartenir à une communauté. Je pense que dans une réalité comme la nôtre, c'est d'autant plus important. Vraiment. Puis moi, je trouve que quand on donne, on reçoit aussi. Bien, c'est ça. C'est hyper nourrissant. Ah, puis en terminant, avant de recevoir notre prochain invité, est-ce que vous avez une entreprise sociale qui est un coup de cœur pour vous dans la Baie des Chaleurs, spontanément? Bien, moi, j'en ai 2. OK. J'en ai 2. Je peux-tu en dire 2? Ben, vraiment? Bien, la première que j'ai le goût de nommer, c'est Bouge pour que ça bouge. Oui. Ouais. Je trouve que cette entreprise-là rejoint, tu sais, pratiquement tout le monde dans la communauté. Absolument. Très impliquée dans les écoles, autant primaires, secondaires, que dans la population en général. Le festival Février festif qui a eu lieu en février dernier, c'est incroyable, la programmation. Comment ça rejoint les gens, comment ça fait vibrer, ça fait bouger. Ça rejoint vraiment beaucoup mes valeurs. J'étais justement dans un événement de levée de fonds en fin de semaine, le Spin Don qui se passait à Carleton-sur-Mer au profit, en fait, de la Fondation Santé Baie des Chaleurs, mais dont le partenaire, il bouge pour que ça bouge. Comme tu dis, ils font bouger les petits dans les écoles, les aînés, les patients en oncologie, en santé mentale. Fait que vraiment faire bouger les adultes pour que tout le monde soit actif dans la communauté. Tu sais, qu'il y a vraiment un effet boomerang. Vraiment. Puis la deuxième entreprise économie sociale, bien, en tout cas, je pense que ça rentre dans cette catégorie-là, c'est le Shanty Festival. Oui, qui va voir sa 2e édition cette année. Puis je trouve que ce festival-là qui a lieu à Carleton-sur-Mer, qui est un festival qui promouvoit le bonheur, la paix dans le monde,
monde, comme juste la bienveillance, le mieux-être, ça leur a rassemblé. Entre autres, toutes sortes oui, d'activités toutes sortes de. Oui, le yoga, la respiration. Il y a eu des conférenciers, des conférencières vraiment hors pair, une programmation incroyable qui a fait vraiment du bien. Puis l'énergie qu'il y avait là l'année passée, c'était juste une énergie d'amour, de respect, de respect de l'autre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Wow. Vraiment. Ça irradie tout ça. Émilie? Wow! Moi, je dirais la maison de la famille. Un peu dans la même ligne que l'accroche-cœur avec qui j'ai travaillé, puis des fois, je travaille encore un peu. La maison de la famille qui vient donner des services, même donner des services là, pour les jeunes familles. Plusieurs services oui. en plus. Ouais. Puis eux, moi, pour avoir travaillé comme quand j'étais infirmière, c'est que ce que j'aime, c'est qu'ils vont vraiment s'adapter, tu sais, tout ce qui est équitable, sans être égal. Par exemple, s'il y a une activité, il va y avoir des frais de 10 $, mais si une famille ne peut pas, ils vont dire « je ne peux pas payer », ben ils vont le faire gratuitement pour la famille. Ça s'adapte vraiment aux différents besoins de la communauté, puis évolue aussi avec les familles. Là. Je suis d'accord. C'est un organisme que j'ai à cœur aussi, sur lequel j'ai été dans le CA, dans une autre vie. Et je suis ravie d'accueillir Sandra McNeil aujourd'hui, qui est notre prochaine invitée. C'est la directrice générale de SUFM, la radio communautaire que vous connaissez très certainement dans la baie des Chaleurs, dont la station est établie à Carleton-sur-Mer. Allô, Sandra, merci de t'être disponibilisée pour être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je te côtoie encore un petit peu de temps en temps à la radio et je connais ton horaire, donc je sais que c'est le fun que tu sois avec nous. Bien, l'horaire de tout entrepreneur ressemble, je pense, à cette réalité-là. Sandra, j'aimerais que tu nous parles de toi, mais surtout du parcours qui a fait en sorte qui t'a mené à diriger SUFM. Tu es étudiant en communication, je pense. J'étudie en arts et technologies des médias au Cégep à Jonquière en journalisme. Donc, c'est dans cette profession-là que j'ai commencé ma carrière. Donc, j'ai été journaliste dans des radios communautaires. Donc, c'était mon premier pas. En fait, mon premier pas était à SUFM. J'ai été bénévole à SUFM puis animatrice surnuméraire qu'on appelait à l'époque. Il n'y avait pas les technologies qu'on connaît aujourd'hui, donc ça prenait des gens pour animer. C'est une autre aventure. Exactement. Là. Donc, j'animais les jeudis, vendredis soirs, samedi ou dimanche après-midi parce que c'était pas automatisé, donc ça prenait des gens sur place. Donc, j'ai commencé là pendant mes études à Jonquière. Par la suite, c'est ça, j'ai travaillé 3-4 ans, en fait, dans des médias communautaires à Rimouski, à Lac-Chemin. Donc, c'est là que j'ai touché un peu plus au modèle d'affaires aussi d'une entreprise d'économie sociale, à savoir un peu plus comment ça se passait aussi. Par la suite, j'ai fait un retour en Gaspésie, complètement changé de domaine. J'ai travaillé pour la commission jeunesse Gaspésie de la Madeleine, aux communications, les campagnes qu'on voit encore aujourd'hui vivre en Gaspésie, bien, ce qui a précédé toutes ces campagnes-là. Donc, j'ai travaillé là 13 ans environ. Mais j'ai toujours gardé un lien avec les médias. Donc, j'ai lancé des chroniques parce que moi, je voulais continuer à faire de la radio. Fait que j'avais fait des chroniques dans toutes les radios de la Gaspésie et des îles. Je voulais garder un lien avec les médias et je me suis impliquée sur le conseil d'administration de SUFM. J'avais un goût de m'impliquer. Pour moi, c'était important de développer un média qui était ancré dans son milieu. Donc, je suis devenue administratrice. J'étais administratrice jusqu'à ce que je devienne directrice. En fait, c'est que parallèlement à ça, j'ai fait un bac en gestion parce que mon objectif était éventuellement gérer quelque chose. Donc, être à la tête de quelque chose, j'aimais ça, c'était quelque chose qui m'attirait. Puis c'est ça, puis le poste de direction est devenu vacancieux. Au départ, j'ai dit non, je me trouvais trop jeune avec des jeunes enfants, je savais que ça allait être quoi l'horaire. C'est une entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je trouvais que c'était un peu trop pour un gros contrat. Ouais. Un gros contrat pour une maman avec des jeunes enfants. Je m'étais dit plus tard. Puis là, finalement, à force de réfléchir et tout ça, bien, plus tard, ça serait quand? S'il trouve quelqu'un, puis ça peut être dans plusieurs années. En tout cas, finalement, ça fait 9 ans que je suis directrice à SUFM. Bravo! Wow. Franchement, ça m'impressionne. Parle-nous de ton amour dessus. Comme tu le dis, tu as été impliquée déjà depuis plusieurs années. En quoi la radio? Parce que quand je travaillais à SUFM puis j'allais à l'extérieur de la région, il fallait un peu que j'explique c'était quoi le modèle. Parce que oui, c'est une radio communautaire, mais c'est pas une radio communautaire comme celle qu'on entend à Québec. T'sais, on dirait qu'il y a un peu hybride SUFM. Oui, comment tu la décrirais, toi, cette station-là? C'est différent parce qu'une radio communautaire, faut qu'elle réponde aux besoins de son milieu. Exact. Donc, c'est sûr que dans les grands centres, Québec, Montréal, le radio communautaire, il faut qu'ils se distinguent de l'offre déjà qu'il y a des radios sur ces marchés-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des radios un peu différentes, avec des émissions différentes. Chez nous, le besoin, c'était l'information. C'est principalement ça. Pourquoi CIE a été créé. L'idée de CIE a germé à la fin des années 70 parce qu'on trouvait que la baie des Chaleurs n'était pas suffisamment bien couverte au niveau de l'information régionale.
national. C'est comme ça qu'on a décidé qu'il y a un groupe de citoyens qui a mis en place UFM. Donc, moi, c'est sûr, c'est quelque chose qui vient me chercher. J'étudie en information, donc l'importance d'une radio pour parler de sa communauté, pour parler de ce qui se passe. Puis à l'heure d'aujourd'hui, souvent on dit « Ah, bien, il y a les réseaux sociaux, est-ce que c'est encore important? » On le voit, l'importance. Les jours de tempête, où il y a un événement spécial, le premier réflexe des gens, c'est se tourner vers la radio. Absolument. Et des gens qu'on ne pense pas, on parlait de social, mais c'est aussi ça le rôle d'une radio, les gens qui sont seuls. Moi, j'ai des témoignages de gens, et c'est arrivé, panne électrique en plein milieu du temps des fêtes. On n'est pas présent parce que ça a duré plus de 48 heures. Des témoignages de gens, mais il y a juste vous avec qui je peux passer Noël. Ah là là. Le cœur brisé, puis mettre de la pression sur Hydro-Québec. Hey, non, mais là, je comprends qu'on n'est peut-être pas une priorité à base, mais on est un média, on offre un service essentiel. Tout à fait. Puis il y a des gens, il y a juste nous qui va leur parler pendant le temps des fêtes. C'est triste à ce point-là, mais c'est ça. Fait qu'il y a une relation particulière aussi entre les animateurs et les auditeurs qui sont créés. Donc, moi, c'est ça. C'est vraiment le rôle, le service à la communauté, informer la population qui m'a attirée là, à la radio. Puis, quand le monde des médias s'est mis à se transformer, on est encore en mutation, c'est sûr, mais on annonçait la fin de la radio comme telle avec, les SiriusXM de ce monde. C'est pas arrivé, encore moins pour une radio communautaire. Ça se passe toujours bien pour vous, là, justement, pour ces raisons que tu viens de nommer là, j'ai l'impression. Exactement. C'est ce qui fait qu'on se distingue. Si on offrait la même programmation que les grands réseaux ou que SiriusXM ou les autres plateformes de diffusion, on ne se démarquerait pas. Nous, ce qui fait la différence, on a une grande place aux artistes régionaux. Ouais. Donc ça fait la différence aussi. Donc les gens nous écoutent pour l'information, nous écoutent aussi pour la musique. Les derniers sondages qu'on avait faits auprès des auditeurs, ça ressortait aussi. Donc oui, ils peuvent écouter la musique qu'ils veulent sur Spotify, Apple ou peu importe, mais ils ont quand même le désir parfois d'écouter de la musique de chez eux, des artistes locaux. Donc ça, on distingue par ça. Et l'information, les entrevues aussi qu'on donne. Donc on donne une place aux organismes du coin, tout à fait. Aux gens, aux artistes. Donc ça nous distingue aussi. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à maintenir notre place dans l'échiquier. Si on était réseau, si on faisait la même chose que les autres, pourquoi écouter un ou écouter l'autre? Ça serait une question à ce moment-là de personnalité, d'animateur ou de journaliste. Est-ce que, moi j'ai une question, là on parle de, c'est comme cieux versus en ville, est-ce que c'est les mêmes, les entreprises sont-elles faites de la même façon? Les radios communautaires, oui. Donc, disons, les grands réseaux, c'est des entreprises privées. Tu sais, si on pense au réseau de Bell, de Cogeco, qui ont Énergie, ou Cogeco qui a le FM 98.5 à Montréal. Donc, c'est des entreprises privées. Donc, c'est un patron, ou un conseil d'administration si l'entreprise est en bourse, qui gère l'entreprise. Ouais. Quand on parle de radio communautaire, donc c'est un conseil d'administration qui est élu par les membres. Les membres, c'est qui? C'est les gens de la communauté. Donc, à ce moment-là, ça vient vraiment de la communauté. Et le conseil d'administration embauche une direction générale pour gérer l'entreprise. Donc, c'est ce qui distingue du modèle privé. Est-ce qu'on était dans le champ tantôt, Sandra? On essayait de définir une entreprise d'économie sociale. Il manquait quelques éléments, je pense. Il manquait quelques éléments parce qu'effectivement, la valeur sociale est importante. La valeur communautaire de la communauté, ça répond à un besoin. Mélanie l'a dit, il faut que ça réponde à un besoin de la communauté. Ouais. C'est comme ça, c'est né. Moi, je l'ai dit, fin des années 70, dans le cas de Cieux, des gens ont dit, je trouve qu'on ne parle pas assez de nous. Puis c'est un objectif de développer le sentiment d'appartenance pour que les jeunes reviennent en région. Donc, ça fait longtemps que ce volonté-là faisait partie là, des gens de la Baie des Chaleurs. Donc, il faut que ça vienne. Il faut que ça soit une entreprise qui est, on dit à but non lucratif, mais il faut quand même qu'elle offre des services payants. Donc, il faut qu'elle ait une indépendance par rapport à l'État. Donc, elle ne vit pas par de subventions. Elle peut avoir des contrats avec le gouvernement, mais c'est des contrats lucratifs au même titre qu'une entreprise privée aurait ces contrats-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une indépendance par rapport au financement de l'État. Et c'est la forme juridique. Donc, soit une coopérative, un OBNL ou une mutuelle. Donc, c'est collectif. Donc, c'est pas un propriétaire qui reçoit les profits ou qui vit avec les pertes s'il y en a. C'est vraiment un collectif. Et lorsqu'il y a des profits, c'est redistribué dans l'organisation pour améliorer les services à la communauté. Moi, c'est une question que j'ai. Comme quand on dit but non lucratif, il faut qu'à la fin de l'année, on arrive à 0 ou on peut arriver avec un chiffre puis l'utiliser? Idéalement, il faut arriver avec un chiffre. Parce qu'on arrive tout le temps à 0, ça va mal. Puis ça arrive des années que ça va plus mal, comme dans n'importe quelle entreprise. Fait que si on arrive tout le temps à 0, l'année que ça va plus mal, là, ça va pas bien. Mais pourquoi on dit but non lucratif? Parce que l'objectif, c'est pas de faire énormément de profit, comme je disais, pour
que les propriétaires récupèrent. Donc, s'il y a des profits, il faut que ça soit remis dans l'organisation. Et d'ailleurs, ça, ben, les comptables et tout ça nous le rappellent aussi. Donc, lorsque l'avoir devient un peu plus élevé, ben là, avez-vous un projet de réinvestissement? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Parce que c'est important aussi. L'objectif aussi n'est pas de cumuler un grand profit qui s'étale sur plusieurs années, mais il faut vraiment avoir un objectif pour investir. Mais tu as quand même le droit, justement. Oui. Moi, je croyais dans le but non lucratif, on finissait l'année, il fallait être à zéro, mais tu as le droit quand même d'avoir un coussin. Oui, mais idéalement, il faut en avoir un c'est ça, il sinon... faut un coussin, justement, mais après quelques années, tu n'as pas le droit de te sortir une dividende. Parce que ça va non, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est un défi, ça, la rentabilité? Comment, SUFM, vous réussissez à garantir votre pérennité, justement, si vous ne pouvez pas être dépendant des subventions gouvernementales et tout? Bien, c'est sûr que c'est un défi, surtout dans le contexte actuel pour les médias. Donc, on n'est pas... Oui, on est communautaire, donc on n'est pas différent des médias privés, mais je pense qu'il nous aide actuellement, c'est justement ce lien-là avec la communauté. Donc, oui, on voit une tendance vers le numérique pour l'achat de publicité, tout ça, mais ça reste encore très fort chez nous. Nous, 95 % de nos revenus sont autonomes. Donc, c'est vraiment, c'est majeur. Là. C'est très peu ce qui est subvention. Là. Donc, vraiment? On est vraiment une entreprise qui offre des services qu'on va récupérer. Qu'on offre un service, on a de l'argent en retour, puis on répond aux besoins de nos clients. Donc, c'est ça. L'avantage d'une entreprise d'économie sociale, je dirais, c'est la flexibilité. Parce qu'on n'a pas, si on parle d'une entreprise en bourse ou une entreprise privée, que le patron est là, puis ben moi, je veux un retour cette année, je veux un surplus de tel pourcentage, bien là, à ce moment-là, on peut... OK, bien là, il faut couper, il faut serrer. Là, c'est... Bon, si on arrive à zéro, on arrivera à zéro. Donc, plus de flexibilité là-dessus pour se permettre de faire des choses, de faire des essais pour aller chercher des nouveaux revenus. Parmi les autres défis que vous avez, on parle de bénévoles, évidemment. C'est pas évident, je pense, dans tous les secteurs de trouver des bénévoles et des membres aussi de SUFM. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Oui, bien, c'est deux choses. Les bénévoles, je dirais, c'est plus difficile que, tu sais, souvent les gens m'en parlent parce que plusieurs personnes ont été bénévoles à SUFM, disons, il y a 20, il y a 30 ans, parce que, justement, il n'y avait pas l'automation, donc on allait chercher beaucoup de bénévoles. Les gens avaient un intérêt à faire de la radio aussi. C'est vrai. Là, c'est un peu plus difficile. C'est sûr qu'on a les technologies qui nous permettent, les gens peuvent enregistrer aussi leur émission de chez eux. C'est un peu ce que Emlou fait. Donc, Emlou fait une émission bénévole, Marie-Lou Brière-Berthelot, chez nous. Elle enregistre de chez elle. Donc, elle n'a pas besoin de se déplacer chaque semaine à la même heure pour faire son émission. Donc, ça, c'est plus difficile à aller chercher des bénévoles comme ça. Donc, on y va de d'autres façons. On va chercher des chroniqueurs bénévoles. Donc, des gens qui n'ont pas le temps de nous donner une émission complète, mais prêts à nous donner des chroniques dans les émissions. Donc, ça, c'est une façon d'aller chercher les bénévoles. Les membres, bien, on lance des campagnes de membership avec des concours, etc. Mais c'est plus difficile parce que les gens, j'ai l'impression, ne sentent pas le sentiment d'urgence. Lorsque, je pense, les années où il y a peut-être eu plus de membres dans une organisation, c'est lorsqu'on sent peut-être qu'il y a une difficulté ou qu'il y a un besoin d'aller chercher d'argent d'appui. Mais pourtant, c'est important pour une entreprise d'économie sociale d'avoir des membres parce que ça donne un peu sa légitimité. Pourquoi qu'on existe encore? Pourquoi qu'on est dans la communauté? Je réalise que je n'ai pas renouvelé ma carte. Je vais le faire de ce pas. Moi, je reviens à la base. C'est quoi un membre? Non, mais c'est correct. Un membre, ben, dans le fond, les membres chez SUE, ils ont différents avantages. Donc, c'est juste une façon, une carte de membre, elle coûte 10 $ chez nous. Chaque entreprise d'économie sociale détermine le prix de sa carte de membre. Puis c'est une façon d'avoir des gens qui disent, ben moi, votre entreprise me tient à cœur. Okay. Donc, je donne un montant d'argent, puis j'ai des bénéfices en retour. Je peux choisir les administrateurs, je peux voter à l'Assemblée générale annuelle, je peux me présenter comme administrateur aussi. Donc, c'est symbolique, mais nous, on leur remet par notre forme, parce qu'on est une radio et tout ça, on fait des concours et tout ça pour remercier nos membres de cette façon. C'est-tu obligatoire? C'est obligatoire pour les entreprises d'économie sociale d'avoir des membres. Parce qu'on est là pour la communauté. Donc, si on n'a pas de membres, ben, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un questionnement. Un CA, c'est ça. Comme si vous ne comblez plus nécessairement un besoin. Un besoin, puis c'est la meilleure façon. Il faut assurer une saine gouvernance aussi, parce que oui, il y a une direction générale, mais il y a un conseil d'administration qui a un rôle tout aussi important. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des membres pour avoir un conseil d'administration à santé aussi. Tout à fait. Parle-nous... Oui. Vas-y, Émilie. Je suis dedans aujourd'hui. J'aime ça. Moi, je suis sur le CA de la Chambre de commerce, puis j'ai découvert, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est la même affaire là, que vous. Ça se peut-tu, la Chambre de commerce? C'est un peu ça. Un modèle qui se ressemble. Oui, un modèle qui se ressemble, mais j'ai découvert c'est quoi un CA, puis je trouve ça bien plaisant. Parce que souvent, quand on s'y connaît moins, je trouve que ça
Ça ne demande pas nécessairement autant d'implication en nombre d'heures, mais tu es sur les bonnes décisions, tu es sur des décisions fortes, mais sans que ça demande beaucoup d'implication, de temps. Oui, parce que ça, un CA, c'est souvent en haut de la pyramide. Ouais. C'est pour voir, c'est faire la planification, c'est pour voir l'avenir, c'est faire les choix stratégiques. C'est là qu'est le rôle du CA. La direction, le CA, par la suite, délègue tout ce qui est opérationnel à la direction générale. Donc, le CA vote le budget, vote le plan d'action, les grandes orientations, donne ça à la direction générale. Donc, c'est avec ces outils-là qu'elle doit travailler au cours de l'année qui s'en vient. Donc, et tout. Donc, oui, c'est une bonne façon de s'impliquer sur un conseil d'administration, c'est une façon de voir, puis c'est important aussi. C'est important d'avoir des gens de différents horizons sur un conseil d'administration parce que ça permet de challenger des idées, d'avancer un peu plus loin sur certaines problématiques. Donc, c'est un grand apport pour une direction générale aussi, un conseil d'administration. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des compétences ou une expérience particulière dans le domaine de la radio. Là. Sur le conseil d'administration, pas nécessairement. Sur mon conseil d'administration, je n'ai pas personne qui a de compétences nécessairement radio, mais j'ai des gestionnaires, des anciens gestionnaires, des anciens entrepreneurs. J'ai des gens de différents milieux, des gens d'administration. Donc, des gens qui peuvent m'aider à aller voir un peu plus loin. Oui, qui ont eu certaines difficultés. Moi, des fois, j'amène des problématiques que je vis. Puis, eux peuvent me dire, moi, j'ai déjà vécu ça ou j'ai fait ça comme ça. Donc, ça nous amène ailleurs. C'est vraiment un soutien, mais il faut que ça ait quand même l'idée... Avoir une idée entrepreneuriale, donc où on veut que l'entreprise s'en va. Pour ce qui est l'idée, le fonctionnement de la radio et tout ça, ça relève de la direction. C'est intéressant. Émilie, tu disais que tu étais impliquée au sein du CA de la Chambre de commerce, par exemple. Est-ce que c'est vrai de penser que les jeunes s'impliquent moins qu'auparavant? Il y a peut-être juste une population qui est moins nombreuse, en fait, ce qui fait qu'il est plus difficile d'aller chercher des gens à s'impliquer. Mais est-ce que vous sentez que c'est relativement facile d'aller chercher des bons bénévoles sur les CA ou c'est toujours à recommencer? C'est toujours à recommencer. Je ne sais pas, Émilie, même c'est difficile. Tu sais, qu'on a des bonnes personnes, on veut les garder. Des fois, la vie fait, nouvel emploi, une autre implication. C'est difficile de recruter les gens. C'est souvent les mêmes qui sont impliqués partout. J'avais la discussion ce matin, moi, avec Louis Bigeaud de la Fondation Étincelle. On discutait justement de ça. Puis je disais, tu sais, moi, je suis la co-représentante de l'IL Jeunesse. Puis je disais, ça finit que, oui, il y a des jeunes qui s'impliquent, mais j'ai l'impression que les jeunes s'impliquent. Ceux qui s'impliquent beaucoup. Donc, à un moment donné, on a un essoufflement de, tu sais, même par nous-mêmes, on est impliqué à gauche, à droite, c'est ça qui fait. Est-ce qu'il y a une méconnaissance? Je crois que oui. C'est ce que je l'ai dit. Moi, la première, je fais des comités. Les comités, ça tire beaucoup de jus, mais un CA, personnellement, je suis sur 2, puis je trouve que c'est vraiment parfait. Ça me prend une place dans l'horaire, mais j'ai pas beaucoup de choses à préparer à l'avance, une petite heure avant. Puis, est-ce que le monde connaisse moins bien ça? Peut-être s'il le connaissait, s'impliquerait plus, mais... Ce serait peut-être de faire un pitch de vente sur l'importance du bénévolat dans une région comme la nôtre. Justement, on ne réalise pas qu'ils supportent beaucoup d'organisations puis qu'on aurait une réalité moins vivante s'il n'y avait pas autant de gens qui s'impliquent bénévolement sur des CA comme les vôtres, entre autres. Là. Puis c'est important d'avoir un CA qui est actif parce qu'un CA qui ne va pas bien peut amener à de grandes difficultés dans l'entreprise d'économie sociale. Inversement aussi, une direction qui ne va pas bien, aussi, il faut qu'il y ait un bon match entre les deux. Mais c'est important d'avoir un CA. Puis il suffit d'avoir que quelques membres de CA qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ça peut amener aussi un changement d'orientation. Donc, c'est un rôle qui est particulier d'être sur un conseil d'administration, mais c'est gratifiant. T'sais, moi, j'ai été sur un conseil d'administration, à SUFM. J'étais sur d'autres conseils d'administration. Je suis encore sur certains encore aujourd'hui. Et je le fais, c'est justement pour aider. C'est pour aider l'organisation, les amener à voir plus loin. Mais comme tu le dis, Émilie, c'est pas nécessairement de temps, sauf si des fois, il y a des comités, parce qu'il peut y avoir des comités, il ne faut pas se le cacher. Dans certains CA, il y a des comités qui sont mis en place, puis c'est normal, comité budget, etc. Mais règle générale, ça se fait bien, puis il y a des façons de faire. Tu sais, comme chez nous, depuis la pandémie, mais la moitié des rencontres ne sont plus en présentiel, on le fait en virtuel, donc c'est plus facile. Tu sais, les gens ont moins à se déplacer. C'est facilitant déjà, oui. Ça aussi, c'est une difficulté. Tu sais, nous, notre territoire, c'est de l'ascension de Patapédia jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Fait qu'avoir des représentants sur le CA, parce qu'on essaie d'avoir un CA qui est représentatif, oui, en termes de compétences, mais aussi en termes de municipalité de notre territoire, c'était pas toujours évident, mais là, depuis qu'on permet d'avoir des CA virtuels 1 sur 2, c'est plus facile de recruter parce qu'on n'a pas l'obligation à chaque mois de se déplacer. Puis juste les heures de rencontre. Oui, aussi. Dépendamment, c'est qui ton bassin. Sur la chambre de commerce, c'est facile, on est tous des entrepreneurs. Le matin à 7h30, c'est beau, mais
C'est comme toi, à quelle heure tu le fais pour avoir tout Ben, le monde? Moi, c'est ça. Moi, ils sont en soirée parce que j'ai des gens qui travaillent. Mais c'est l'objectif. Tu sais, moi, je vais avoir des gens de tout âge. Donc, oui, j'ai des jeunes professionnels qui travaillent. Ça ne fait pas partie de leur implication pour le travail. C'est des employés où ils sont. Donc, moi, je le fais en soirée. Donc, c'est cette adaptation-là aussi qu'il faut avoir. Tantôt, tu parlais de mes connaissances. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a, il y a probablement de ça qui joue. Tu sais, je me rappelle quand j'ai eu ma première enfant, ils cherchaient des membres, tu sais, pour le CA de la garderie, puis je voyais ça tellement, tu sais, je voyais ça gros, là, tu sais, j'avais pas vraiment une idée très claire de c'était quoi une implication sur le CA de la garderie. Puis finalement, tu sais, je suis allée à une séance d'information, puis j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, puis j'ai décidé de m'impliquer, mais ça peut conseil d'administration, c'est gros. Il me semble que c'est gros comme titre. Oui, ça sonne intimidant. Oui, exact. Fait que, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Puis ce qui me venait en tête aussi tantôt, c'est à l'école primaire de mes enfants, j'ai été présidente de la fondation pendant une dizaine d'années. Puis on avait un projet de réfection de la cour d'école, puis on a organisé à travers ces années-là de multiples campagnes de financement, dont des soupers spaghettis. Puis pendant, tu sais, les soupers spaghettis, c'était des grandes écoles, là, en ville, je pense qu'il y avait 850 élèves là, à l'école des enfants. Fait que le souper spaghetti, c'était comme 500 invités, là. C'est quand même un gros événement organisé, là. Puis je sollicitais beaucoup, j'étais un peu comme la leader du projet, puis j'avais plein de parents bénévoles qui m'aidaient. Là, c'était une équipe de feu, mais on impliquait beaucoup les enfants. Puis de donner une tâche à un enfant, toi, tu vas être responsable d'aller ramasser les cabarets sur la table quand les gens ont terminé. Bien, les enfants, ils prenaient ça à cœur. Puis des enfants pas vieux, là, il y avait une mission, puis ils le faisaient, puis ils étaient tellement fiers de participer à l'événement. C'est valorisant. Et qu'il y a une façon, aussi, oui, de les impliquer pour que déjà, tu sais, dans un jeune âge, qu'ils puissent commencer à vivre des expériences de contribution puis de sentir qu'ils peuvent faire une différence. Fait que... Je suis d'accord avec toi. Moi, je peux pas dire que les jeunes sont moins vaillants et s'impliquent moins. Je pense qu'on est dans une autre réalité aussi, par exemple. Oui. On est dans une réalité, ça travaille tôt. Oui, puis ça s'implique différemment Ouais. aussi. Un conseil d'administration, c'est important, mais c'est sur du long terme. Souvent, les jeunes, c'est peut-être des plus ponctuels. Ils peuvent s'impliquer bénévoles, justement, à une campagne de financement, un festival. Les festivals ici, ce sont des bénévoles pour la plupart qui les organisent, donc vont y aller de façon ponctuelle, mais plus long terme. Puis c'est les priorités, des fois, qui sont différentes aussi. Il faut que ça rejoigne tes valeurs. Oui, c'est ça. Il faut que la cause te tienne à cœur. Oui, parce que quand tu donnes du temps bénévolement, il faut que tu aies le goût d'y aller le matin. Ouais. Là. Tout à fait. Bien, au Chanty Festival, tantôt, je parlais du Chanty Festival. L'année passée, il y avait 70 bénévoles. C'est quand même beaucoup de monde pour un événement comme celui-là. Mais c'est un festival qui tient à cœur de par sa mission puis les valeurs que ça préconise. Là. Ça me rejoint ce que vous dites. J'ai l'impression que moi-même, je suis plus à l'aise de m'impliquer bénévolement. Une journée, un momentum, oui, mais c'est vrai que l'engagement, peut-être avec nos nombreux chapeaux et le temps qui va vite, peut nous faire peur, mais vous venez de démystifier aussi que c'est peut-être pas si prenant qu'on le pense. Puis il y a ce sentiment-là, justement, gratifiant d'appartenance, de contribution aussi qu'il faut pas négliger. J'ai envie de parler de gouvernance, Sandra, parce que justement, le rôle de la DG, quand on a un CA, on parlait du fait qu'ils sont au-dessus. Comment est-ce qu'on trouve sa place comme dirigeant quand on a un conseil d'administration? Des employés. Ou des employés, c'est ça. Est-ce que la posture est confortable, n'est pas évidente au départ? Bien, je pense que la meilleure façon, c'est la communication. C'est dès le départ, établir les rôles de chacun. Avec clarté. Avec clarté. Puis moi, c'est quelque chose que je fais à chaque début d'année, quand on a des nouveaux membres du conseil d'administration. Même si j'en ai juste un nouveau membre, je passe avec l'ensemble des membres là, à ma première rencontre de conseil d'administration, le petit guide du conseil d'administration, mais entre autres, les rôles et responsabilités de chacun. Donc, je pense que ça, c'est important. Tu sais, si le conseil d'administration se concentre vraiment sur la stratégie, la gestion financière, la planification à long terme et que la direction générale est dans l'opérationnel, oui, voire à long terme aussi, mais c'est elle qui est le lien avec les employés. Ça, c'est important. Donc, souvent, le conseil d'administration a un employé, c'est la direction générale. Et la direction générale s'occupe de l'ensemble des employés. Quand ces rôles-là sont bien délimités, ça va bien. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il y en a un qui vient jouer dans le cours de l'autre, bien là, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile pour une direction d'exercer pleinement son travail puis d'avoir une crédibilité aussi auprès de ses employés, là.
Est-ce que tu te considères comme entrepreneur parce que tu as un petit peu les mêmes défis, en fait, qu'une entrepreneur? Oui, mais tu sais, souvent, des fois, moi, je me considère comme entrepreneur, mais des fois, les gens disent « Ah, mais es-tu vraiment un entrepreneur? » C'est sûr, j'ai pas la même réalité qu'une entreprise privée. Tu sais, j'ai pas sorti de l'argent de ma poche pour bâtir SUFM. Mais le cœur est là. Mais le cœur est là, le reste est là. Tu sais, le temps n'est pas compté. Là, tu sais, j'ai pas un horaire de 8 à 4 puis je ferme les livres. Là, tu sais, c'est au même titre qu'un entrepreneur. Mon objectif, c'est que l'entreprise fonctionne, qu'on ait des bénéfices à la fin de l'année, que les employés soient heureux, qu'il y ait une rétention de personnel, qu'on rende service, qu'on réponde aux services pour lesquels les gens veulent qu'on soit là. Donc, c'est la même chose. Puis, tu sais, ce que les gens ne savent pas non plus, une direction générale d'une entreprise d'économie sociale, bien, ça peut être aussi remercié par le conseil d'administration. Tu sais, à un moment donné, si je réponds plus aux objectifs, si j'amène plus la radio et ils veulent qu'elle soit, bien, je peux être remerciée. Là, j'ai pas... c'est pas plus éjectable que nous, là. Oui, c'est un siège éjectable, donc c'est différent aussi là-dessus. Comment tu dirais que tu gères le risque, les responsabilités? Est-ce que c'est de la même façon, tu penses, qu'un entrepreneur qui n'est pas en économie sociale? Bien, je pense que c'est de la même façon parce que l'objectif, comme je le disais, il faut faire des profits quand même. Tu sais, faut faire des profits. Fait que des fois, il faut y aller, il faut risquer, il faut être prudent aussi. Donc, je pense qu'on est de la même façon. C'est la forme juridique qui n'est pas la même au bout du compte. Puis, comme je disais, au niveau de l'aspect financier. C'est vraiment ça. Les principaux points différents, je pense, sont là. Et puis le défi du CA est quand même... Oui. Moi, je trouve, parce que moi, j'ai pas de compte à rendre. Je veux dire, je me dois... Oui. Moi-même, je m'en rends moi-même, mais ça va assez bien, là. Mais quand tu as un CA... mais c'est ça. Faut que... Puis qui te challenge, puis tu as des gens qui vont te challenger, il faut que tu sois capable de répondre. Exactement. Oui, le CA, c'est différent par rapport à quelqu'un qui est à son compte, qui a son entreprise. Pourquoi les entreprises d'économie sociale sont importantes sur notre territoire globalement, là, non seulement SUFM, mais les autres? Là. On en a parlé un peu au départ, mais c'est capital là, pour une région comme la nôtre. Je pense que bien, les entreprises d'économie sociale, tu sais, ce qu'on voit, tu parlais des pêches au départ, mais tu sais, en foresterie, on les voit beaucoup dans le secteur culturel. Même, tu sais, on parlait de Bouge pour que ça bouge, mais toutes, station touristique Pin-Rouge, le Petit Chamonix, sont souvent dans des secteurs où la rentabilité n'est pas acquise. Donc, pour le privé, c'est plus difficile de dire, bien, moi, je me lance dans ce secteur-là. Donc, l'entreprise d'économie sociale se retrouve souvent dans ce secteur-là parce que c'est un groupe de gens qui disent, bien, pour moi, c'est important de lancer ce festival-là, d'offrir ce service de loisirs-là ou d'offrir ce service culturel-là. Donc, se regroupent ensemble, forment un OBNL, vont chercher des membres et créent cette entreprise-là. Donc, c'est majeur. Si on enlève les entreprises d'économie sociale en Gaspésie, bien, il y aurait beaucoup moins de services culturels, sportifs qui sont importants chez nous, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, je pense au Musée acadien du Québec à Bonaventure, qui est une entreprise d'économie sociale. Tu sais, c'est notre histoire qui est partagée là. Les groupements forestiers. Il y a des services de soins à domicile aussi, entretien chaleur, entretien d'Avignon. Ce sont des entreprises d'économie sociale. Donc, ces services-là ne seraient pas offerts. Je savais qu'ils étaient nombreux, mais on ne réalise pas à quel point c'est comme le filet social. Parce que si je comprends bien, finalement, on en arrive à ce modèle-là pour répondre à un besoin de la communauté. Pour répondre à un besoin qu'il y a dans des entreprises qui se sont transformées, qui étaient des entreprises privées, qui s'emmenaient vers une fermeture et qui ont changé de forme juridique pour devenir des OBNL, pour maintenir leur entreprise en place, maintenir le service. Donc, parce que c'est ça, l'objectif n'est pas nécessairement la rentabilité à tout prix avec des profits importants, c'est une rentabilité pour assurer le service à la population. Je trouve que ça fait des beaux liens entre... Bien, tu sais, il y a de la place à tout le type d'entreprise, mais ça fait le beau lien, je trouve, entre aussi tout ce qui est public, tout ce qui est privé. Oui. Tu sais, parce qu'entretien chaleur, c'est un peu ça. Il y a la fonction publique qui vont passer par entretien chaleur, offrir des services, mais sans que ce soit pleinement du privé où ça coûterait beaucoup plus cher à l'État. Donc... Ça fait un beau, oui, c'est un bon mélange. Puis on a besoin, je pense, de tous ces gens-là. Puis, il y a des OBNL qui ne sont pas des entreprises d'économie sociale, qui sont des organismes communautaires parce qu'il y a un financement de l'État pour offrir des services aussi qui ont leur importance aussi. Fait que je pense, dans l'offre de services, qu'on a besoin de tout ça pour avoir une région comme la nôtre. C'était mon autre question. Oui. C'est quoi la différence? Là, tu l'as dit, organisme communautaire, puis comparé à une entreprise? C'est vraiment la dépendance. C'est la dépendance à l'État. Donc, vraiment, une entreprise d'économie sociale doit offrir un service, vendre un bien ou un service.
Donc, Fait que la maison de la famille ne marche pas, dans le fond. ça sera un organisme communautaire à ce moment-là. Donc, il faut vraiment vendre un bien ou un service pour avoir un retour. Entretien chaleur a des contrats avec l'État, si je prends ce cas-là. Ouais. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale parce qu'elle vend ce contrat-là qui pourrait être vendu par un privé, par exemple. Ah, il y a une nuance qu'on n'avait pas tout à l'heure, mais là qu'on a gagné maintenant. Est-ce que les entreprises d'économie sociale peuvent être vues comme un levier économique, justement, dans notre région? Est-ce qu'elles peuvent avoir cet impact-là? Ben oui, grandement, parce qu'en étant présent, peut créer une dynamique, peut créer des nouveaux services, des nouveaux produits, peut amener d'autres entreprises à venir s'établir, peut même amener des fois des gens, des professionnels à venir s'établir. Si on prend toute l'offre de loisirs qu'on a, C'est vrai. ça fait un plus quand une entreprise a le goût d'attirer des professionnels, un centre de ski, Maximum 90, qui est une entreprise d'économie sociale aussi, le diffuseur Carleton-sur-Mer. Donc, tout ça, ça amène Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, mais ça amène aussi une offre que tu dis, oui, on n'est pas en ville, mais on a quand même des choses à faire, quelque chose qu'on peut vous offrir. Donc, si tu viens t'établir ici, tu t'ennuieras pas. Vraiment, je suis d'accord avec Est-ce qu'on sait s'il y en a autant en ville ou on a plus de ce type d'entreprise-là en région? Je pourrais pas répondre à la question. Puis pourtant, j'ai été impliquée sur le pôle d'économie sociale longtemps. Mais je pense qu'on parle d'une 300, je pense, quelques entreprises en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine d'économie sociale. Je ne pourrais pas dire s'il y en a plus. Au prorata de la population, je sais pas. s'il y en a plus ou... Oui, je ne pourrais pas répondre. Mélanie, toi, tu as vécu en ville, comme tu disais, plusieurs années. Est-ce que tu as cette impression-là que c'est plus présent ici? Bien, j'ai de la misère à répondre parce que je ne sais pas, mais en tout cas, je confirme que pour vivre ici depuis 3 ans et des poussières, j'étais loin de m'imaginer que j'aurais accès à autant en étant en région. La diversité culturelle, là, je pense au Quai des Arts, tout ce à quoi j'ai accès depuis que je suis ici, c'est vraiment wow. Ah, ça fait partie de la qualité de vie qu'on vend, là, non seulement la nature, mais aussi cette vitalité-là. Dans notre coin, je pense, dans la baie des Chaleurs, on est gâtés. Puis on doit remercier bon nombre d'entreprises d'économie sociale comme la vôtre. Oui, tout à fait. Sandra, pour terminer la petite capsule entrevue, on a préparé des questions en rafale. Donc, on te demande de répondre de façon assez brève et spontanée. OK. Je suis prête. T'es game? Ça va? Parfait. On y va. Avec une entreprise ou un organisme coup de cœur dans la baie des Chaleurs pour toi? Eh bien, il y en a beaucoup, mais Mélanie a nommé Bouge pour que ça bouge. Je trouve que, quand on parle d'entreprise d'économie sociale, c'est un coup de cœur. Sinon, je n'arrêtais à en nommer, mais tous les festivals et organismes culturels, je trouve que ça apporte beaucoup. On est chanceux d'avoir ce qu'on a ici. Je pense rapidement à Villers-Étrade, Bleu, mais aussi le Musée acadien avec les fêtes acadiennes. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. Des belles offres, oui. Puis ce sont des entreprises d'économie sociale qui met ça en place. J'ai des amis en ville, justement, là, on enregistre au printemps, là, puis les programmations sortent qui m'écrivent parce que « Ah, vous êtes chanceux, vous avez telle programmation au Bleu, tel artiste va voir chez vous. » Fait que oui, effectivement, on est chanceux d'avoir accès à ça aussi. OK, ton premier emploi, ta première job, j'ai cru comprendre que c'était dans des radios communautaires, mais avant ça, peut-être même? Avant, il y a eu le gardiennage, comme bien des ados. C'était ça, sinon c'était dans le commerce au détail. OK. Le meilleur conseil que tu aies reçu? Je sais, c'est sûr qu'on me l'a dit un jour, mais je le dis à beaucoup, surtout à mes employés. On n'opère pas le cœur des enfants. Puis c'est juste pour dédramatiser des fois des situations. C'est important. C'est important de faire le travail qu'on fait. Il faut bien le faire, mais des fois, il faut relativiser. Là. On peut prendre un pas de recul, on peut respirer, puis une erreur, là, c'est pas grave. Là. Je l'ai déjà entendu. Je savais pas que ça venait de toi à SUFM, mais je l'ai déjà entendu. Là, quand on se tente dans une animation, t'es comme, hey, on n'opère pas à cœur ouvert. Un cœur d'enfant, d'autant plus. Le mot qui te définit le mieux, à ton avis? Multitâche, pieuvre, ouais, c'est ça. Je confirme. Est-ce que ça vous parle, vous autres aussi? Oui, hein? Absolument. Porter le même chapeau. Comment est-ce que tu gères, Sandra, le stress et la pression? C'est quoi ton exutoire? Est-ce que tu as une discipline, une habitude, par exemple, pour rester grounded, pour essayer de garder l'équilibre? Oui, c'est le sport le matin, puis l'été, c'est le vélo. Depuis, ça fait 2 ans. L'été passé encore plus, puis là, j'ai hâte que la neige. Là, c'est son enregistre au printemps. Mais sinon, c'est le vélo en période estivale pour aller au boulot. C'est une dizaine de kilomètres le matin, une dizaine de kilomètres au retour. Puis moi, c'est ma façon, vraiment. Ça me prépare à arriver au bureau. Puis quand je finis ma journée, on dirait, je laisse tous les problèmes en chemin, puis je les ramène le lendemain matin. Fait que quand j'arrive à la maison, j'ai la tête plus vide, puis je peux me consacrer à la famille. Génial. Et comme on parle de radio, est-ce que tu as dans le moment, là, une chanson préférée ou un groupe là, particulièrement qui te fait triper?
C'est la folie des vinyles, hein, un peu partout, puis on est un peu embarqué là-dedans dans la famille, fait qu'on est plus dans les vieilles choses qu'on écoute. On dirait que je redécouvre les groupes d'adolescence, de mon adolescence par le vinyle. Ah Donc, oui, comme quoi, c'est en Red Hot Chili Peppers, ou Green ouais. Day, ou tu sais, vraiment des choses vraiment années 90 qu'on écoutait. Il y a un mais... retour aussi dans la mode des années oui, 90. exactement. Fait qu'on dirait que c'est plus ça qu'on... J'écoute beaucoup d'années 90. La chanson qu'on écoutait adolescent, là, encore une fois, c'est de la psychologie. Mélanie, tu sauras me le dire, là, mais c'est apparemment attaché à une intensité. Là. On dirait que c'est comme indétrônable. Que tu connais toutes les paroles. Oui, il peut y avoir d'autres bonnes musiques qui se fait depuis, là, mais celles-là sont vraiment attachées au cœur. Là. Oh oui, puis tu sais, j'ai un adolescent, puis moi, j'écoutais ça à ton âge. Oui. Là. Fait que tu sais, ça te ramène un peu, tu fais, oh mon Dieu, il est rendu à cet âge-là, puis moi, j'écoutais ça à son âge, mais c'est le fun de leur faire découvrir ces musiques-là aussi. Moi, je suis à l'âge de Carmen Campagne. Ah. J'ai découvert Carmen Campagne, c'est ça. Mais c'est le fun, en tout cas, on boucle la boucle avec la radio, mais je pense que c'est pourquoi aussi CUFM a une place dans le cœur des gens de la communauté. J'ai des amis qui vivent à l'extérieur, puis de temps en temps, pour se grounder, eux, vont écouter CUFM, tu sais, pour s'enraciner dans la baie. Il y a un son, peut-être, tu sais, dans chaque radio, il y a une signature particulière, mais aussi des chansons d'artistes locaux. Fait que vraiment, la musique, je pense que ça nous habite beaucoup, puis ça nous porte en énergie. Fait que merci beaucoup de ces partages-là à vous trois. C'est maintenant le moment de vous présenter les capsules de nos partenaires collaborateurs. Chez Inergex, nous croyons que les énergies renouvelables et l'économie sociale vont de pair. Le projet Mesgig Ujuzen est un bel exemple de modèle où les bénéfices reviennent directement à la communauté grâce au partenariat entre Inergex et les 3 communautés Mi'kmaq au Québec. Pour les entrepreneurs, penser à l'impact social et environnemental de leur entreprise peut être un réel atout pour bâtir un modèle d'affaires durable et porteur de sens. Tous les modèles d'affaires ont leur place en entrepreneuriat, mais l'entreprise d'économie sociale mérite d'être mise en lumière. Sa force, une vision et une mission claires. Être avant tout au service du citoyen en mettant le bien-être collectif au cœur de son action et en répondant à des enjeux sociaux essentiels. Chez Evol, nous croyons en ces entreprises qui ont à cœur d'avoir un impact positif et durable sur leur communauté. Nous savons que leurs impacts sont nombreux et concrets. Création d'emplois, valorisation de la culture locale et création de milieux de vie de qualité n'en sont que quelques exemples. C'est pourquoi nous sommes fiers d'offrir des solutions de financement et d'accompagnement pour les soutenir dans leur croissance et leur réussite. Envie de faire bouger les choses? Notre équipe est là pour vous. Rendez-vous sur evol.ca pour découvrir tous nos services. Evol, financer le changement. Une entreprise d'économie sociale sait mettre les gens avant le profit. Chez AD Solutions, ça nous parle. On travaille avec des OBNL, des coopératives, et on sait comment raconter votre mission en photo, en vidéo et sur le web. AD Solutions, mettre vos valeurs en images. L'innovation, c'est le mot d'ordre, je pense, pour toute entreprise depuis plusieurs années, pour plein de bonnes raisons. On veut stimuler, nous, avec le balado La classe affaires BD Chaleur, les pratiques innovantes dans le coin. Alors, on pose une question innovation pour sensibiliser justement à la créativité. Alors, la question, c'est la prochaine. Comment l'innovation a affecté chacune d'entre vous, votre domaine ces dernières années? Et ce serait quoi la prochaine étape novatrice, disons, dans votre secteur d'activité? C'est comme une double question. Peut-être qu'on peut commencer avec la radio. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont changé la donne au fil des derniers temps. Exactement. Bien, depuis la pandémie, surtout, c'est l'accès beaucoup plus facile à des technologies pour l'animation à l'extérieur, à distance, l'accès plus facile aux équipements, parce qu'avant, peu de radios étaient prêtes à faire ça, mais au moment de la pandémie, on s'est tous dépêchés à commander pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est une innovation qui permet de faire les choses différemment, permet de faire du télétravail aussi, d'offrir une certaine flexibilité aux employés. La prochaine innovation à venir, ça reste un média traditionnel. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, mais je pense que c'est de continuer avec ces technologies-là pour offrir plus aux citoyens tout en restant ancrés dans la communauté, en regardant là, du coin tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle aussi. Comme dans tous les domaines, ça va avoir ses bons, ses moins bons côtés. Donc, de voir comment ça peut nous aider dans notre domaine. Moi, je dirais pas mal dans la même ligne que toi. Là. Commerce en ligne, vente en ligne, effectivement. Mais il a fallu s'adapter à cette façon d'acheter-là. Mais je reviens un peu, moi aussi, au traditionnel de... Je pense que moi, je mise beaucoup sur l'expérience client. On a eu le rebond, oui, de beaucoup l'achat en ligne. Après ça, beaucoup...
recherche l'expérience client, l'expérience en magasin, toucher les produits. Donc, tu sais, revenir un peu à ça. L'intelligence artificielle, je suis comme toi, je la regarde s'en venir tranquillement. On se forme un peu là-dessus. Puis sinon, je dirais innover tout ce qui est ressources humaines. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais tu sais, permettre pour avoir un bon service client, il faut avoir des employés heureux, il faut innover là-dedans, je comprends. sans être des énormes innovations, mais je pense que c'est très important que tes employés soient heureux pour pouvoir continuer à innover puis offrir un bon service. Mélanie, je pense que vous innovez déjà dans le domaine de la relation d'aide avec le 3e lieu, entre autres, là, mais... Bien, moi, j'ai le goût d'aller dans une autre direction, en fait. Je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie d'innovation, mais je me suis fait la réflexion en travaillant pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique de voir le déclin au fil de ces années-là de la santé mentale des gens, tu sais, collective, de voir que les gens notre société va moins bien, puis à réfléchir à ça. Puis je me rappelle d'une conférence que j'ai vue de Serge Bouchard il y a déjà plusieurs années qui, lui, mettait en lumière le fait que à travers toute l'histoire de l'humanité, l'humain a réussi à survivre, a réussi à traverser les différentes épreuves parce qu'on a toujours évolué en union avec une certaine communauté, en gang, en tribu, en clan, puis que dans les dernières décennies, l'individualisme a vraiment pris beaucoup de place. Le filet social s'est estompé, notamment par le déclin de l'Église, qui était pas parfaite, mais qui était très rassembleuse. Puis ça fragilise une communauté. Puis j'arrive de voyage et j'étais dans une toute petite île portugaise et je suis allée dans un petite épicerie là, pour aller chercher des denrées. Puis je rentre dans l'épicerie et il y avait plein de chaises, là, comme un petit café à l'entrée de l'épicerie. Et plein de gens étaient rassemblés là à prendre un petit café et à rire, à se parler en portugais. Je comprenais rien, mais il y avait visiblement du bonheur et ils partageaient quelque chose. Tu sais. Puis il y a une tradition sur cette île-là où à tous les après-midi, un genre de 5 à 7, ils prennent la poncha. C'est comme du jus d'orange pressé avec du miel puis du rhum, puis ils prennent la poncha, tu sais, puis ils se rassemblent pour prendre la poncha. C'est banal, mais je trouve que ces moments-là où tu as l'impression que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi, c'est un filet social hyper important. Puis, bien, avec le 3e lieu, j'ai voulu, c'est pas de l'innovation, mais j'ai voulu créer un endroit qui allait pouvoir être, tu sais, le siège de rassemblement, d'événements familial, puis dans la salle que je mets en location, bien, il y a des showers de bébés, des anniversaires, des rassemblements. Il y a des gens qui louent la salle, juste, genre une gang de filles, ils vont juste là jouer à des jeux de société. Tu sais, juste comme pour partager un moment entre elles, tu sais, puis toutes sortes de choses qui se passent là. Fait que j'ai voulu créer un lieu où allait pouvoir se passer des moments de rassemblement, tu sais, pour pouvoir faire la différence. Puis c'est pour ça que j'ai appelé ça le 3e lieu, d'ailleurs, parce que les tiers-lieux dans la littérature, c'est les lieux de 3e importance après la maison et le travail. C'est les lieux d'appartenance. C'est ça qu'on a perdu. Puis j'ai voulu recréer un tiers-lieu, donc pour ça que j'ai appelé le 3e lieu, pour pouvoir... Fait que c'est ça mon innovation, moi, d'avoir créé un lieu. Au-delà d'avoir créé des services, tu sais, offerts à la population, mais ce lieu-là, c'est ce qui me rend le plus fière. On avait, comme nos 3 réponses, on a un peu, je trouve, tu sais, moi, en tout cas, c'est le sentiment de Jay quand on parle d'innovation, de ne pas innover sur quelque chose de nouveau. Tu sais, il va y avoir des entreprises où ils vont innover beaucoup, les industries, ils doivent innover nouveau, mais comme là, toutes nos réponses sont quasiment, on innove en revenant à la base. Oui. À la base, tu sais, on ne crée pas de nouveau, mais tu sais, ça, c'est juste simplement revenir à la base, là. Mais c'est innover, tu innoves dans ton entreprise, mais au final, on revient à... Et on touche aux valeurs sociales, on touche au thème directement. Exactement. Sandra, en terminant, quel conseil est-ce que tu serais tentée de donner à quelqu'un qui nous écoute peut-être puis qui aimerait partir justement d'un besoin qu'elle constate, puis de se lancer dans l'économie sociale? Bien, je pense un peu la même chose qu'une entreprise. Donc, c'est bien s'entourer, bien s'informer, préparer comme il faut son projet, parce que c'est pas parce que c'est une entreprise d'économie sociale que ça va être plus facile. Bien au contraire, peut-être. Ça va être plus difficile de le faire connaître, ce projet, de faire connaître sa forme juridique. Au départ, c'est sûr qu'il va avoir besoin d'un coup de main financier des différentes instances. Donc, c'est vraiment bien se préparer, bien s'entourer. Je pense que c'est ça le plus important, parce que comme c'est fait en groupe, ça vient du milieu, bien, c'est quelque chose de majeur. Puis
comme n'importe quelle entreprise, de bien gérer sa croissance au début. Pas vouloir faire trop vite, même si on est un groupe, parce que ça peut être difficile. Puis à un moment donné, ça peut grossir trop rapidement. Puis là, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a une gestion, comme on le disait tantôt, conseil d'administration, direction générale. Mais même au début, c'est souvent le conseil d'administration. Il n'y a pas de direction. C'est le conseil d'administration bénévole qui met l'entreprise en place. Donc, si ça va trop vite au début, trop gros, ben malheureusement, on peut se planter. Il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c'est prendre son temps, bien s'entourer, d'aller chercher le plus possible de soutien à l'extérieur. Puis on a convaincu des gens qui aimeraient peut-être être bénévoles au sein du CA de Cieux, par exemple. De quelle façon ils peuvent postuler? Bien, c'est devenir membre. Donc, devenir membre. Et nous, les élections ont lieu une fois par année à l'Assemblée générale annuelle, toujours à l'automne. Donc, c'est la façon, on l'annonce. Donc, suivre les informations, peuvent remplir le formulaire de mise en candidature et comme ça, on peut s'impliquer sur le conseil d'administration. On peut me lâcher un coup de fil aussi à la station si les gens veulent discuter. La bonne vieille méthode. Oui. S'il y a des gens qui aimeraient s'impliquer dans l'une ou l'autre des nombreux organismes finalement d'économie sociale ici dans la baie, on peut rejoindre la belle gang des MRC Bonaventure et MRC Avignon aussi, qui, eux, vont trouver le bon fit. T'sais, parfois, on parlait de l'importance, en fait, d'y aller avec des intérêts communs, avec une cause qui nous tient à cœur. Donc, il y a certainement de la place pour votre profil dans l'un ou l'autre des organismes ou des entreprises d'économie sociale. Merci beaucoup de vos partages aujourd'hui. Très enrichissants. J'en ai même appris, même si j'ai travaillé dans une entreprise d'économie sociale. Je pense que vous aussi, les filles. Oui, hein? tout à fait. Il y a eu des belles nuances, vraiment, puis des beaux partages ici. J'aimerais vous demander vos projets en cours, ce qui s'en vient pour vous. Là, on est au printemps, on le disait tantôt, mais ce qui vous occupe dans les prochains temps, Sandra, chez vous? Bien, c'est sûr, ça va être la programmation estivale et nous, on est déjà un pied dans l'automne. Donc, comme bien des entreprises, donc on vit le présent, mais c'est déjà la programmation automnale la prochaine année qu'on travaille. L'automne qui est comme une période des plus importantes pour les radios. Oui, effectivement. Oui, exactement. Bien, les sondages maintenant sont annuels dans notre cas. Donc, ça a changé. Oui, ça a changé. Effectivement, ça a changé depuis. Bon, la firme de sondage a abandonné les régions pendant la pandémie. Donc, on n'a plus les sondages comme les rançantes. Ça, c'est une autre chose aussi. Mais sinon, ça reste une période effervescente. La rentrée automnale, après l'été, tout un peu plus tranquille, puis quand l'automne reprend. Donc, je me permets d'aller sur le terrain du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Qui est une autre entreprise d'économie sociale. C'est ça que j'allais dire. C'est une autre entreprise sociale qui arrive au mois de mai et qui, on parlait justement de pas trop aller vite parce que ça grossit rapidement. C'est votre 3e édition. Oui, c'est ça. Moi, je suis sur le conseil d'administration. Quand je parlais de mes implications, je suis sur le conseil d'administration du festival. C'est la 3e année et on a battu des records de vente de billets jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment une effervescence pour ce festival-là. Mais quelle belle programmation vous avez montée. Ça va donner lieu à des beaux échanges enrichissants. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, pas vraiment. Veux-tu expliquer, Sandra, le but, en fait, oui, le but, c'est vraiment de créer une discussion entre les gens d'information, les journalistes et les gens citoyens. Donc, souvent, quand on parle lorsqu'on a lancé le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, les gens pensaient que c'était un rassemblement de journalistes, mais c'est vraiment pas ça. Ils ont des congrès pour ça. C'est vraiment, ça vient, il y en a en Europe. C'est notre directeur général qui est originaire de New Richmond, qui habite en Europe, qui a eu l'idée de recréer ça dans sa région. Donc, c'est vraiment une rencontre de différents journalistes de la ville, de la région, un peu partout, qui viennent rencontrer le citoyen. Il y a des débats sur différents thèmes. Donc, cette année, il y a beaucoup de questions, bien évidemment, des États-Unis, mais également, il va être question des élections canadiennes, d'environnement, de sport, des grands entretiens avec des journalistes plus connus. On touche avec les jeunes. On a une journée spéciale jeunesse le jeudi, donc avec les secondaires 2 de l'école secondaire à Carleton et New Richmond qui vont venir rencontrer des journalistes, questions qui s'informent, d'où l'importance de s'informer, mais ils vont avoir accès à des influenceurs. On peut appeler des influenceurs. Je pense que oui. Des gens qui informent, mais sur YouTube. Donc, une façon différente de rejoindre les jeunes. Ils vont avoir accès aussi à des grands journalistes comme Marie-Ève Bédard qui a couvert la guerre en Ukraine et tout ça. Donc, ça va être intéressant pour ces jeunes-là qu'on parle que c'est important d'aller chercher jeunes, les informer. Donc, il y a ça. Mais toute la fin de semaine, c'est ouvert au public pour les différentes rencontres, les différents événements.
Puis David Comeau du Manoir Belle-Plage, qui est aussi un co-animateur de la classe affaires Baie des Chaleurs, nous disait que ça devance la saison touristique. Fait que pour la Baie des Chaleurs, ça a des répercussions positives. Mais pour nous, c'est important. Tu sais, quand on a voulu positionner dès le départ, on a dit, bon, le mai, quand ce festival-là, ben, c'était le mettre en mai. Donc, avant, bien évidemment, qu'il y ait l'effervescence, etc. Une fin de semaine de 3 jours, c'est plus facile pour nos invités de l'extérieur à venir. Puis nous, c'est important. Tu sais, c'est important que les gens se déplacent, que les gens vivent l'expérience et ça fait la différence. Parce que les gens, au début, ben, vous attirez pas les gens de Montréal, les gens de Québec, même les gens ailleurs au Canada, puis ailleurs dans le monde, au festival. Pourquoi pas? Puis les gens, c'est ce qu'ils aiment, c'est l'expérience de la Gaspésie. C'est la découverte des gens, c'est aller dans les restos d'ici, discuter avec les gens. Il y a vraiment une effervescence là, dans la Baie des Chaleurs cette fin de semaine-là. Les gens le sentent, puis c'est vraiment... Tu sais, les journalistes, tu sais, pour des gens, c'est les vedettes, c'est les gens qui voient à la télé. Donc, mais ils sont accessibles. Ils savent s'ils viennent, c'est pour ça. Tu sais, ils marchent à Carleton, les gens peuvent discuter avec eux. Donc, c'est vraiment une belle rencontre. Puis notre objectif, c'était d'avoir des retombées concrètes pour les entreprises du coin. Puis des journalistes établis qui sont venus à l'une ou l'autre des 2 premières éditions veulent revenir, insistent pour revenir, même s'ils ne sont pas à la programmation, parce qu'ils ont aimé ce contact-là réel avec les gens, justement. Mais il y en a qui viennent pour participer, pour entendre. Donc, être comme d'un citoyen dans la salle, mais à titre de journaliste, il y en a qui n'étaient même pas dans la programmation, mais après leur participation l'année passée, ont immédiatement réservé leur chambre pour cette année. Il y en a qu'on découvre sur place parce qu'ils ont réservé par eux-mêmes leur place parce qu'ils veulent venir assister à l'événement. Épatant. Bravo. Puis ce qui est intéressant, c'est pas seulement des citoyens de la Baie des Chaleurs qui participent, ça attire des touristes aussi de l'extérieur, des gens de Québec, de Rimouski, qui descendent au festival, descendent à Carleton pour vivre le festival parce qu'il n'est pas à l'extérieur. Puis les gens nous demandent, mais pourquoi vous ne le faites pas à Montréal? Parce que c'est ça aussi, la particularité. C'est d'avoir un festival un peu, on entend souvent parler de la particularité du festival en chanson Petite-Vallée, la communauté qui se crée, mais c'est un peu la même chose qui se crée là. Les échanges les personnalités sont généreuses dans leurs échanges, se confient, d'après moi, un peu plus que si on était dans un centre de congrès là, du côté de Montréal là, et où pouvaient retourner chez eux le soir, puis il n'y aurait pas ces belles rencontres-là avec les gens de la région. Vous ne voulez pas manquer ça. Les filles, Émilie, Mélanie, vos projets en cours, qu'est-ce qu'on surveille? Moi, j'espère qu'il arrête de neiger bientôt. On est au mois d'avril. Le changement de saison. Oui, c'est ça. Finir le changement de saison puis qu'il arrête de neiger. Nous aussi, on se prépare à l'effervescence de l'été. Donc, en plein changement de tout le magasin. Mélanie? Moi, de mon côté, ce que j'espère pour la salle multifonctionnelle du 3e lieu, c'est qu'ils se tiennent là de plus en plus d'activités rassembleuses. Cette année, il y a eu des cours de peinture, des cours de chant, des cours de yoga. Fait que je suis toujours à la recherche de gens qui ont un talent particulier, puis c'est même pas besoin d'être un talent vraiment incroyable, mais juste de... Un appel à tous. Oui, de dire, ben tu sais, si toi, tu as le goût de faire quelque chose, de partager, ben tu sais, l'année passée, il y a une fille avec qui je parlais qui avait le goût de s'impliquer, puis elle aime ça faire des sushis à la maison. Elle sait comment faire ça. Fait que, en parlant avec elle, ben, je lui ai proposé, ça te tenterait pas juste de faire un atelier sushi, de partager tes connaissances. Et on a fait 3 vendredis. C'était full, 12 personnes chaque vendredi. Les gens venaient. Elle arrivait avec toute la nourriture déjà toute préparée. Puis elle nous montrait la technique. On a roulé des sushis ensemble et on a partagé un repas tous ensemble. Quelle belle idée. Il y a de la place pour tout le monde, c'est simple, tous les talents, c'est simple, tous les mais partages. C'est précieux, ces moments-là. Fait que j'ai le goût que la vie mette sur mon chemin plein de gens qui auraient cette envie-là de même juste faire un petit atelier de quelque chose, n'importe quoi, puis que ça grouille de vie là, de plus en plus. Cognez à la porte du 3e lieu, rejoignez Mélanie Berthelot, Émilie Chicoine. Merci de votre co-animation. Sandra McNeil, merci infiniment d'avoir partagé la réalité de l'entreprise sociale qui est sur FM avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très plaisant, je pense, de cette discussion-là. Et le prochain épisode, on va parler d'achat local, encore une fois, avec Émilie Chicoine et Mélanie Berthelot, en compagnie de nos invités, les frères Valade, Louis-Franck et Sébastien de la microbrasserie Le Naufrageur et de la boulangerie La Mie d'en haut, qui ont plusieurs années d'expérience aussi dans ce domaine-là. Donc, soyez là. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin et à la prochaine. Ce balado est une initiative des MRC Avignon et Bonaventure en collaboration avec Evol et le Fonds d'engagement social Inergex et une production d'AD Solutions. Ce projet est également rendu possible grâce au soutien de la SADC de Baie des Chaleurs, de CIE FM, de la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs, du Fonds d'engagement social éolien Boralex, d'Accent Meubles Gustave Leblanc, ainsi que de la participation financière du gouvernement du Québec.